Thèse 208e. Lorsqu'un philosophe d'aujourd'hui donne à entendre qu'il n'est pas un sceptique, j'espère qu'on l'a deviné à travers cette caractérisation de l'esprit objectif, on en prend note à contre-cœur, on le considère avec une certaine appréhension, on aurait tant et tant à questionner. À partir de ce moment, les esprits timorés, ils sont légion de nos jours, le tiennent pour dangereux. En entendant rejeter le scepticisme, ils croient percevoir quelques rumeurs lointaines et menaçantes. Ils ont l'impression que l'on expérimente quelque part un nouvel explosif, une dynamite intellectuelle, peut-être un nihiline russe nouvellement découverte, un pessimisme Bonae Woloniatis qui, chose horrible, ne se borne pas à parler négativement et à vouloir négativement, mais agit négativement. Contre cette sorte de bonne volonté, cette volonté de nier réellement, activement la vie, il n'existe pas de meilleur somnifère, de plus infaillible sédatif que le scepticisme, le doux, bienfaisant, assoupissant pavot du scepticisme, et Hamlet lui-même se voit mis en garde par les médecins du temps contre l'esprit et ses menées souterraines. Les oreilles ne nous bourdonnent-elles pas de rumeurs alarmantes, dit le sceptique, qui veut la tranquillité presque autant qu'un sergent de ville. Ce nom souterrain est épouvantable. Silence, enfin, taupe pessimiste. Le sceptique, en effet, cette créature délicate, s'effraie très vite. Sa conscience est dressée à frémir devant n'importe quel non, voire déjà devant un oui résolu et rude. Il y sent comme une morsure. Le oui et le non offensent sa morale. En revanche, il aime à se complaire dans sa vertueuse et noble abstention et déclarer avec Montaigne « Que sais-je » ou avec Socrate « Je sais que je ne sais rien » ou « Je n'ose pas, je ne vois s'ouvrir aucune porte » ou « Une porte fut-elle ouverte, est-il bien nécessaire d'entrer » ou encore « À quoi bon toutes ces hypothèses prématurées » Il pourrait être de bon goût de ne pas faire d'hypothèse du tout. Vous faut-il donc à toute force redresser ce qui est courbe, boucher chaque trou avec n'importe quelle étoupe? N'avons-nous pas le temps? Le temps n'a-t-il pas le temps? Ne pouvez-vous donc attendre, démon maudit? L'incertitude aussi possède son charme. Le sphinx aussi est une Circé. Circé aussi fut une philosophe. Ainsi se console le sceptique. Et il est vrai qu'il en a besoin. Le scepticisme, en effet, est l'expression la plus intellectuelle d'une complexion physiologique très répandue que la langue courante nomme neurasthénie et débilité maladive. Elle apparaît chaque fois que des races ou des classes longtemps séparées se croisent brusquement et d'une manière décisive. Dans la race nouvelle, qui reçoit en son sang l'héritage de normes et de valeurs différentes, tout est agitation, dérèglement, doute, projet. Les meilleures énergies agissent comme des inhibitions. Les vertus mêmes se contrarient et s'affaiblissent mutuellement. Les corps, aussi bien que les âmes, ne connaissent ni équilibre, ni centre de gravité, ni aplomb. Mais ce qui est le plus atteint dans de telles métisses, ce qui dégénère le plus profondément, c'est la volonté. Ils ont perdu le sens de la décision indépendante, du hardi plaisir de vouloir. Ils doutent de leur libre arbitre jusque dans leurs rêves. C'est pourquoi notre Europe contemporaine, théâtre d'une tentative follement rapide pour mélanger radicalement les classes et par conséquent les races, est sceptique de fond en comble. C'est tantôt un scepticisme agile qui bondit impatiemment, lascivement, de branche en branche, tantôt un scepticisme trouble comme une nuée chargée d'interrogations, car elle est lasse de sa volonté à en mourir. Paralysie de la volonté. Où ne rencontre-t-on pas cet infirme aujourd'hui? Et dans quelle tenue, par surcroît, dans quel séduisant costume? On a taillé pour cette maladie les plus somptueux habits de mensonge. La majeure partie, par exemple, de ce qui se propose aujourd'hui dans les vitrines sous le nom d'objectivité, d'esprit scientifique, d'art pour art,
de connaissance pure et désintéressée, n'est que scepticisme paré et abouli déguisé. Voilà un diagnostic de la maladie européenne dont je me porte garant. La maladie de la volonté est inégalement répandue en Europe. Elle se manifeste le plus fortement et le plus diversement là où la civilisation s'est implantée depuis le plus grand nombre de siècles. Elle diminue dans la mesure où le barbare fait encore, ou de nouveau, valoir son droit sous le vêtement flottant de la culture occidentale. C'est ainsi que la volonté est le plus gravement malade dans la France actuelle, comme on peut aussi bien l'inférer que le constater. Et la France, qui a toujours su magistralement tourner en charme et en séduction même les plus néfastes tendances de son génie, affirme aujourd'hui plus que jamais sa supériorité culturelle en Europe en se présentant comme l'école et le magasin de tous les prestiges du scepticisme. La force de vouloir et de vouloir longtemps est déjà un peu plus ferme en Allemagne. Elle est plus ferme en Allemagne septentrionale qu'en Allemagne centrale, nettement plus ferme en Angleterre, en Espagne et en Corse, liée tantôt au flegme, tantôt à l'entêtement, pour ne rien dire de l'Italie, encore trop jeune pour savoir ce qu'elle veut et qui doit d'abord prouver qu'elle sait vouloir. Mais elle est la plus forte et la plus surprenante dans cet immense empire du milieu où l'Europe reflue en quelque sorte vers l'Asie, en Russie. Là, l'énergie de la volonté s'est depuis longtemps accumulée et thésaurisée. Là, elle attend, menaçante, pour affirmer ou pour nier, on ne le sait encore, attend de se libérer pour emprunter aux physiciens d'aujourd'hui leurs termes favoris. Peut-être ne faudrait-il pas seulement des guerres aux Indes et des imbroglios en Asie pour délivrer l'Europe du plus grand danger qui la menace, mais des bouleversements intérieurs, l'éclatement de l'Empire russe en une mosaïque de petits États, et avant tout l'introduction de l'imbécilité parlementaire jointe à l'obligation pour chacun de lire son journal au petit déjeuner. Ce n'est pas que je souhaite une pareille évolution, je souhaite plutôt le contraire, une telle aggravation de la menace russe qu'elle contraigne enfin l'Europe à devenir tout aussi menaçante, à se forger sa propre volonté, par le moyen d'une nouvelle caste régnant sur l'Europe, une volonté redoutable et à longue portée, capable de se fixer des buts pour des millénaires. Ainsi l'Europe en finirait une bonne fois pour toutes avec la comédie trop prolongée de sa division en petits États et de ses velléités divergentes, dynastiques ou démocratiques. Le temps de la petite politique est passé. Le siècle prochain, déjà, apportera la lutte pour la domination universelle, l'obligation d'une grande politique.